à l'étranger, et en particulier après l'attentat, j'ai systématiquement ouvert la question et l'agenda en parlant des possibilités de mettre fin au conflit de guerre en Ukraine. Je vais continuer dans cette voie en janvier lors de ma visite officielle en Turquie et lors de la rencontre de Davos en février, ainsi que lors d'une réunion avec le Saint-Siège au Vatican. Je ne fais pas partie, et je ne souhaite pas faire partie, des politiques occidentaux qui soutiennent ouvertement la guerre. Je ne serai jamais d'accord pour affaiblir et diviser la Russie au nom de prétendues ambitions géopolitiques, et pour que des Slaves se tuent entre eux. Il est incompréhensible pour moi que le président ukrainien refuse toute idée de cessez-le-feu. Il est incompréhensible que la direction politique de l'Ukraine entraîne le pays dans une catastrophe, car la position de négociation de l'Ukraine se détériore chaque jour. Et l'Ukraine va payer un prix énorme pour cette aventure occidentale sous forme de pertes territoriales et de la présence de troupes étrangères. Outre la pression pour un cessez-le-feu et pour l'initiation de négociations de paix, nous proposons également la Slovaquie comme pays approprié pour organiser toute négociation de paix à tout niveau. En reconnaissant la Slovaquie comme un pays souverain, des négociations pourraient se tenir à un niveau comme celui des ministres ou des parlementaires des nations concernées. J'en ai discuté avec le président russe Vladimir Poutine, et je salue sa réponse positive. Je fais et continuerai à faire une politique étrangère slovaque souveraine, orientée vers toutes les parties, tout en respectant pleinement les engagements que nous avons, notamment en raison de notre appartenance à l'UE et à l'OTAN. Si vous suivez mes activités diplomatiques et mes déclarations, vous pouvez voir que nous sommes un petit pays, mais extraordinairement actif sur la scène internationale, fondé sur les principes du droit international, du non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, et du respect des chemins que chaque nation choisit pour gérer ses affaires internes. Personne ne changera cela. Ni les cris des caféistes de Bratislava, ni les médias libéraux agressifs, ni la scène politique tchèque, qui de plus en plus, et de manière inappropriée, s'immisce dans nos affaires internes souveraines. Ainsi, si quelqu'un nous demande d'organiser des négociations de paix en Slovaquie concernant le conflit russo-ukrainien, il peut compter sur notre hospitalité. Permettez-moi de revenir sur les échanges que j'ai eus avec le président ukrainien Zelensky lors du sommet de l'Union européenne. Une réunion privée a eu lieu, pendant laquelle les téléphones des participants ont été confisqués. Mais malgré cela, le président Zelensky m'a attaqué lors d'une conférence de presse publique, informant l'opinion publique de notre conflit. Il a continué sur les réseaux sociaux, avec encore plus d'arrogance et d'impudence. Monsieur le président Zelensky, je comprends la pression à laquelle vous êtes soumis. Je comprends que, pour des raisons politiques et de pouvoir, l'Occident vous donne pratiquement tout ce que vous demandez. Mais je ne suis pas votre subordonné, ni votre serviteur, et je ne suis pas obligé de ne faire que vous aider sans attendre rien en retour. Je tiens à remercier la vice-présidente du gouvernement, Denisa Sakova, ainsi que la direction de l'industrie gazière slovaque et d'autres encore, qui ont tout mis en œuvre pour que nous ayons suffisamment de gaz à des prix raisonnables en 2025. Il est déjà connu que le gouvernement a décidé de maintenir les tarifs du gaz et de l'électricité au niveau de cette année. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Le président ukrainien Zelensky a annoncé lors du sommet à Bruxelles qu'à partir du 1er janvier 2025, l'Ukraine ne fera plus transiter de gaz sur le territoire slovaque. Selon lui, peu importe le type de gaz, il sera toujours considéré comme du gaz russe. Nous avons toujours proposé la possibilité d'acheter du gaz à la frontière russo-ukrainienne et de demander à l'Ukraine de le transporter en tant que gaz slovaque sur notre territoire. Mais Zelensky a rejeté cette idée. Il a déclaré qu'il ne permettrait pas que la Slovaquie ou qui que ce soit d'autre paie la Russie pour du gaz et ainsi finance les dépenses russes pour la guerre. C'est un non-sens pur. Mais avec Zelensky, nous devrons nous habituer à cela. Qu'est-ce que cette décision purement politique du président ukrainien va entraîner? Est-ce de la principe? Non. C'est simplement pour remplir les poches d'autres, aux dépens des États membres de l'UE. Je suis choqué que l'Europe entière accepte cela. En fait, je ne suis même plus choqué. Quand je vois des milliards d'euros envoyés en Ukraine sans que personne ne se soucie de combien de ces fonds finissent dans des mécanismes de corruption. L'essentiel, c'est que les Ukrainiens et les Russes se tuent entre eux. J'ai déjà dit que pour 2025, notre consommation interne de gaz est quasiment assurée. Mais nous assurons également le transit du gaz russe vers l'ouest, ce qui génère des revenus pour l'industrie gazière slovaque à hauteur de 4 cents à 500 millions d'euros par an. Si le président Zelensky arrête le transit à partir du 1er janvier, ces revenus disparaîtront. Lorsque je l'ai informé lors du sommet à Bruxelles,
Il a proposé une offre corrompue devant tous les premiers ministres et chefs d'État de l'UE. Il a dit que la Slovaquie pourrait recevoir ses 500 millions d'euros, mais pas de ses propres fonds ukrainiens, mais plutôt de fonds russes gelés. Et cela, à condition que je soutienne l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. J'ai immédiatement rejeté cette proposition. Je tiens à préciser que je ne suis pas le seul à être contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais aussi d'autres pays qui sont en processus d'adhésion à l'OTAN et qui sont bien plus importants que le Premier ministre slovaque. La perte d'environ 500 millions d'euros pour la Slovaquie n'est que le début des pertes causées par la décision de Zelensky d'arrêter le transit du gaz russe. L'arrêt du flux de gaz par l'Est va créer une pression pour augmenter les prix du gaz dans toute l'Europe et va également entraîner un besoin d'importer du gaz de plus loin. Selon des estimations qualifiées, cette décision de Zelensky coûtera à l'UE environ 50 milliards d'euros en 2025 et 2026 pour le gaz, et 70 milliards d'euros supplémentaires pour l'électricité produite à partir de gaz. En tout, l'Europe paiera un incroyable 120 milliards d'euros pour l'arrêt du gaz russe en Europe, qui passait par l'Ukraine puis par la Slovaquie vers d'autres pays européens. Il y a des avertissements sérieux concernant la réduction de la compétitivité de l'UE par rapport à d'autres régions du monde, car l'augmentation des prix du gaz affaiblira encore l'économie européenne. Ce sont des réflexions qui devraient occuper en particulier nos amis allemands. Avec l'arrêt du transit du gaz russe, l'Ukraine perdra 800 millions d'euros en droits de transit, ce qui est dérisoire par rapport aux dommages subis par l'UE. Je comprends que le président Zelensky puisse facilement jeter presque 1 milliard d'euros à la poubelle, étant donné qu'il reçoit des dizaines de milliards pour financer ses dépenses militaires, mais aussi pour le fonctionnement élémentaire de l'État, comme les salaires et autres. Je rajoute que la Slovaquie sera bientôt confrontée à une hausse des prix du gaz, car après l'arrêt du transit ukrainien, lorsque le gaz viendra de l'ouest ou du nord, nous nous retrouverons à la fin de la chaîne d'approvisionnement, et non au début, comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais qui se soucie de la Slovaquie, n'est-ce pas, monsieur Zelensky? Lorsqu'il vous faut quelque chose pour ne pas geler en hiver, vous criez à l'aide. Alors, chers collègues Premier ministre, chers présidents des États membres de l'UE, l'arrêt du transit du gaz russe par l'Ukraine n'est pas un simple geste politique vide. C'est un geste extrêmement coûteux que nous, l'UE, allons payer. L'UE paiera environ 120 milliards d'euros de plus en 2025 et 2026 en raison de la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Notre compétitivité va encore chuter. La Slovaquie perdra environ 500 millions d'euros en droits de transit, l'Ukraine près d'1 milliard, et la Russie ne perdra probablement que 2,5 milliards d'euros. Voilà ce que nous appelons punir les Russes. La vérité est que, comme toutes les sanctions, cela nous nuit avant tout. J'ai posé la question, pourquoi cette décision absurde du président Zelensky? Si l'on regarde les pays qui profitent le plus de la réduction de la dépendance de l'UE au gaz russe, la réponse est simple, en particulier les États-Unis. À ce sujet, merci, monsieur Zelensky. J'ai aussi lu aujourd'hui que le président élu des États-Unis, Donald Trump, a déjà demandé à l'Europe d'acheter encore plus de gaz et de pétrole des États-Unis pour équilibrer la balance commerciale. Sinon, il imposera des tarifs douaniers plus élevés à l'UE. Je suis curieux de voir la réaction de l'UE à cela. Dieu nous en préserve. Mais s'il collabore avec la Russie, qui est toujours prête à continuer de livrer du gaz après le 1er janvier 2025. Cela a été confirmé non seulement par les négociations de la vice-présidente du gouvernement Denisa Sakova à Saint-Pétersbourg, mais aussi par ma rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Mes chers amis, aujourd'hui nous sommes le 27 décembre. Si après le 1er janvier, le gaz cesse de circuler en Slovaquie via l'Ukraine, il est évident que l'Union européenne en fera les frais. Et encore une fois, on peut parler des Russes, des Ukrainiens, des Slovaques. Mais il est important de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Je vous remercie de m'avoir écouté.